Fait que bonsoir, bonsoir à tout le monde merci de nous avoir rejoints ce soir pour un nouvel épisode d'entrevue pour bâtisseurs d'impact en immobilier. Qu'est-ce que c'est bâtisseur d'impact en immobilier? C'est simplement une communauté de personnes, surtout des Africains de par le monde, des Africains afrodescendants de par le monde qui souhaitent investir en immobilier où ils se trouvent. Donc, ça peut être autant en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, ça peut être en Europe, en Asie, en Afrique, peu importe où ils se trouvent, c'est une communauté qu'on a construite, qui est tissée serrée pour pouvoir s'entraider dans nos investissements en immobilier, se conseiller, s'outiller, pouvoir se propulser, peu importe nos objectifs. Aujourd'hui, on a l'occasion, on a le grand honneur de recevoir Gaëtan Pinjou, qui est un investisseur immobilier, je dirais, expérimenté aux États-Unis depuis plusieurs années. Et je vais laisser Gaëtan tout de suite se présenter. Qui es-tu, Gaëtan, si on demande qui est Gaëtan? Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un honneur pour moi d'être l'invité de la soirée et partager mon expérience, n'est-ce pas, avec la communauté afro-africaine. Je me nomme Gaëtan Pinjou, ingénieur en aviation mécanique à Dallas aux États-Unis depuis près de 8 ans déjà. Et je me suis lancé dans le domaine immobilier depuis 2009 et vraiment commencé à acquérir des propriétés carrément pour le long terme depuis 2015. Donc, dès le départ, c'était juste du flip. Ça veut dire j'arrangeais les maisons et je les revendais. Ou bien j'achetais, je faisais juste du wholesale. Ça veut dire j'achetais les maisons et je cherchais juste, je n'achetais carrément pas. Je mettais la maison sur contrat et je cherchais celui qui va acheter et je prenais la différence dessus. Donc, Ah, OK. oui, il y a plusieurs façons. En fait, quand tu commences, tu as pas assez de fonds. Liquidité, oui. Exactement. Du moment où tu n'as pas du cash, il y a des façons pour arriver à avoir un cash et carrément acheter une propriété maintenant et la garder pour le long terme. Donc, c'est comme ça OK. que j'ai commencé. Et voilà, ça, c'est ce que je faisais depuis. Et depuis 2015, j'ai pris des propriétés et mettre carrément en location. Et après le Covid, ou bien pendant le début du Covid, j'ai carrément créé une association de 5 Camerounais. Je vais dire, j'ai trouvé quatre autres Camerounais que nous avons créé une compagnie, une LLC, pour faire des investissements en immobilier. Donc, voilà un peu. Et je motive vraiment les Camerounais à se lancer dans ce domaine parce que ça ne demande pas autant d'apports financiers comme on pense. C'est juste, il faut connaître, il faut juste avoir accès à la bonne information. Et j'encourage vraiment les Camerounais à se lancer dans ce domaine parce qu'il est vraiment OK. prometteur. OK, super. Et juste avant tout ça, tes investissements immobiliers, ton aventure en immobilier, euh, ton parcours de base, ta formation de base, c'est en quoi? En aéronautique, mécanique OK. d'aviation. C'est ce que Et j'ai comment est-ce, fait. et comment est-ce que tu es tombé dans la soupe de l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a fait, comment est-ce que tu as découvert ça, l'investissement immobilier? Alors là, je prends carrément je vais dire du B à bas de mon papa depuis le Cameroun. Mon père, il est investisseur en immobilier depuis le Cameroun. Ça veut dire quand j'étais tout petit. Et j'ai appris carrément les bases depuis le Cameroun. Mais revenant ici aux États-Unis, c'est une économie carrément différente. Le monde est différent, les critères sont super, super différents. Alors, moi, je me disais, j'aurais toujours rêvé être financièrement indépendant. Et je me suis dit, si j'ai une famille, par exemple, je vais dire, si j'ai un travail, désolé là, si j'ai un travail à plein temps et que madame, nous sommes encore en période de faire des enfants, comment est-ce que moi seul je vais travailler et subvenir aux besoins de ma famille tout seul? Alors je me dis, il faudrait que je cherche un investissement ou bien un revenu carrément qui sera passif. Ça veut dire, je n'aurais pas à être en train de travailler ou bien je pourrais garder mon boulot carrément à plein temps et avoir une autre source de revenus qui va me procurer de l'argent. Alors, j'ai essayé de me renseigner, voir des vidéos sur YouTube, honnêtement, et je suis tombé sur une conférence ici aux États-Unis d'une grande compagnie qui forme carrément les investisseurs. On les appelle ici aux États-Unis Fortune Builders. OK, Donc, Fortune Builders. OK. ceux qui sont aux États-Unis, donc, ils doivent connaître, bien ceux qui ont une petite idée du real estate aux États-Unis doivent connaître qui est Fortune Builders. Et j'ai payé les frais d'accès à la conférence. Je suis allé à la conférence. C'était un séminaire carrément de 3 jours et j'ai pris des notes et en fait, j'ai payé pour une formation carrément. OK, c'est bien, tu t'es formé alors. Oui, oui. Super. C'est une formation qui a duré combien de temps à peu près? Ça dure 6 mois, mais tu peux mettre, ça dépend vraiment de ta disponibilité.
elle est en ligne et vous, vous voyez souvent, vous avez des rendez-vous où vous vous retrouvez à des propriétés et vous analysez carrément. Ça veut dire que c'est du live training. Mais ça, OK. c'est pas tout le temps. C'est carrément, je vais dire, planifié une fois par mois. Mais la formation en elle-même est de 6 mois. OK, OK, super intéressant. Donc, OK. on voit que ce que je remarque souvent, c'est que ceux qui se lancent en investissement immobilier et qui arrivent à atteindre un certain niveau, c'est parce qu'ils ont pris une formation à un moment donné ou à un autre. Ça permet vraiment de propulser dans ces investissements immobiliers, surtout quand tu es dans un pays où tu n'as pas grandi avec toutes ces lois, ces réglementations. C'est un nouvel environnement. Tout à fait. Il faut se dire la vérité, n'est-ce pas? Il y a plusieurs façons d'investir en immobilier. Et quand tu ne connais pas, tu payes cash. Ça veut dire, quand tu payes la formation, on te forme pour éviter les erreurs, d'abord sur le domaine et aussi sur la partie légale. Parce que vous pouvez faire l'investissement en immobilier et vous oubliez la partie fiscale et tout, et vous vous retrouvez en train d'être carrément transmis en justice et tout, et carrément perdre tout sur le créneau. Donc, ça vaut la peine vraiment de se former. Et c'est pas si cher que ça. Et si vous n'avez pas les moyens de vous former, essayez-vous de trouver carrément des gens qui ont payé, par exemple, qui sont passés par une formation et ils vont carrément vous coacher. Moi, par exemple, moi, comme je motive les Camerounais à le faire, j'ai carrément des cours préenregistrés que je vais carrément donner aux gens gratuitement. Parce que vous n'allez pas compétir dans mon marché, nous serons juste des associés. Ça veut dire que vous avez besoin juste d'un backup, ou bien comment dire ça, juste d'un support, et on vous pousse. Vous serez dans Exact, votre domaine, vous aurez votre marché à vous, et vous allez carrément dominer cette zone à vous. Donc, c'est un peu ça. exact. Oh, exact, parfait. J'aime ce mindset-là parce que, dans le fond, il y a assez de propriétés pour tout ce qu'ils veulent, hein. C'est vrai qu'il y a des marchés plus chauds, plus Exact. dynamiques où c'est vraiment un marché vendeur, on se bagarre un peu les propriétés. Mais quand on se donne les moyens, là, il y a possibilité de faire de bons investissements. Ah, ça, c'est clair. Et c'est vraiment super que tu puisses coacher un peu ta communauté par rapport à ça. Ah, merci. Et aux États-Unis, c'est quoi un peu le contexte global en immobilier? Est-ce que c'est un marché qui est quand même pas mal accessible? Est-ce que ça prend d'avoir un bon revenu pour commencer? C'est vrai que tu as dit qu'il y a des techniques qui permettent de ne pas mettre beaucoup de mise de fonds dès le départ. Est-ce que c'est un marché qui est accessible à tout le monde? Alors, il faut d'abord savoir que les États-Unis sont vraiment séparés géographiquement. Maintenant, quand vous regardez le nord, la partie qui est un peu plus proche du Canada, le real estate là-bas, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas assez expérimenté dans ce domaine. Mais j'ai une idée des prix des maisons. Si je vois que le prix est élevé, je ne vais pas juste me lancer là-bas. Je préfère carrément regarder dans les États du Sud. Ça veut dire, je regarde par exemple l'Arizona, je regarde le Texas, je regarde la Louisiane, je regarde le Mississippi, tous les États du Sud, sans peut-être compter la Floride ou la Californie, qui sont des régions de vacances des gens super riches. Il ne faut pas regarder Mhm. ces deux coins-là. Ça veut dire du côté OK. Est et du côté Ouest. OK. Là, ce sont des Les zones extrêmes Est et Ouest. exactement. Là, ce sont des zones super, je vais dire, un peu coûteuses. Vous voyez? Donc, je vais OK. regarder les États où ils sont moins chers parce que je suis carrément dans mes débuts. Je vais me lancer dans les zones super moins chères. La maison, elle est accessible. L'investisseur, il va acheter la maison à un prix super bas et carrément avoir un revenu passif sans trop réfléchir. Maintenant, si je commence peut-être dans les États nordiques, je pense que ça va demander beaucoup d'expérience et beaucoup d'apport financier dès le départ. Moi, je n'aime pas commencer quelque chose en mettant un apport financier conséquent parce que je vais courir des risques qui vont peut-être me frustrer. Je ne vais pas arriver à dormir. Je ne vais pas être la même personne à la maison. Vous voyez? Mhm. Et quand vous commencez, que ce soit juste un business, un side business, et que dès que le revenu monte, ça va carrément retirer votre business normal ou bien votre travail en plein temps. Et vous ne ferez que ça. Mais OK. pour que vous arriviez à là, il faudrait que vous ayez déjà des revenus conséquents. Mhm. Donc, un peu ça. Si on parle, mettons, une maison avec deux, trois chambres, à combien est-ce qu'on peut la louer mensuellement, dépendamment? C'est vrai que ça va dépendre des secteurs, là, mais dans le sud des États-Unis, dans les zones où tu investis, à combien est-ce que tu peux louer une maison au complet, un bungalow, une petite maison, un bungalow avec trois chambres? Voilà. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça dépend justement de la zone. Et la zone ici, aux États-Unis, ça dépend de quel est le score des écoles environnantes. Parce qu'il y Oui, a oui, des écoles qui sont super bien notées comparées à oui. d'autres. Bon, si vous voulez habiter dans un domaine ou bien dans une région où je vais dire quoi, la qualité d'école est meilleure,
vous devez dépenser dans les 2 000 à 2 500 $ le mois pour le loyer. Maintenant, si vous êtes dans une zone où, par exemple, vous n'avez peut-être pas d'enfants qui vont à l'école ou bien vous êtes juste un jeune couple et tout, vous allez dans un truc, dans une zone où vous allez peut-être louer à 1 500. OK. Donc, il y a quand même une bonne variation dans les Vraiment, prix. vraiment, il y a vraiment des fourchettes, ça dépend juste de la zone, quoi. OK. Ici, j'ai une question juste un instant, je vais regarder ça. C'est quoi le pourcentage dans votre état pour la mise de fonds? Donc, la personne demande, Gary demande quel est le pourcentage pour la mise de fonds lorsque on veut investir. Bon, ça fait partie des questions que j'allais poser sur le financement, mais on peut y aller tout de suite. Il n'y a pas de souci, Gary, je vais répondre très rapidement à votre question. Une bonne question déjà. Euh, Vu que ce sera une maison à revenu locatif, ça veut dire que ce sera, par exemple, un prêt pour le business. Vous allez faire un apport de 20% de la propriété. Ça veut dire, si le projet est peut-être à 200 000 $, vous allez mettre 20% de 200 000 $ qui font carrément 40 000 $. C'est ce que vous allez mettre dès le départ pour acquérir cette propriété et maintenant mettre en location. Mais déjà, avant d'acheter une maison, n'achetez pas avant de savoir combien est-ce que ça va vous donner. Ça veut dire, avant d'acheter, vous regardez, si j'achète cette maison, est-ce que je vais mettre un locataire à l'intérieur qui va carrément payer le prêt à la banque, l'hypothèque, et j'aurai un surplus dessus à la fin du mois. Là, vous vous lancez sur la chose. Si ça ne marche pas, carrément, cherchez ailleurs. Donc, c'est un peu Oui, on veut avoir un cash flow à la fin du mois, exactement. c'est ça. Et donc, déjà pour commencer, comment est-ce que tu déniches des opportunités sur le marché? Alors, ça, c'est un back-office carrément. Ça, c'est carrément un secret. Mais je considère, ou bien je pense que je suis en train de parler à des Africains francophones. Je vais disclose cette information ici. Les investisseurs ont une plateforme carrément différente de ce que les acheteurs de maisons. Ça veut dire, par exemple, je me mets dans cette position. Moi, quand je suis acheteur de maison, j'avais dit, je cherche une maison où je vais vivre. Je m'en vais dans les plateformes comme Zillow, Realtor.com, mais c'est une Oui, erreur. oui, C'est une ici erreur. aussi on a Realtor, oui, on Voilà. a centré sur Realtor. Ça, c'est parce que nous ne sommes pas informés par rapport à la chose. Celui qui veut même acheter la maison pour vivre à l'intérieur, lui, il est déjà investisseur. C'est ça. Maintenant, moi, j'ai ma plateforme à moi et il y en a plusieurs. Moi, j'utilise RealFlow. C'est aux États-Unis. Je ne sais pas, je n'ai jamais tapé une adresse du Canada, mais je pourrais vérifier avec vous, Christelle, plus tard. Ça veut Oui. dire, je prends une adresse et je regarde si j'ai carrément l'information. Ça veut dire, dans cette plateforme, ça me dit le prix d'achat de cette maison à l'instant T, cette année, ce sera tel montant. Et si il y a des trucs à modifier, des petites fixes à faire et tout, ça va te prendre tel montant et la valeur de cette maison prêt à entrer sera à tel montant. Ça veut dire quand je m'en vais faire mon offre, je connais où je vais m'arrêter. Ça veut dire peu importe ce qu'on a mis sur Zillow, peu importe ce qu'on a mis là-bas, ma plateforme me dit voilà ça, si tu achètes dans cette fourchette, tu vas te faire un bénéfice. Et si tu arranges cette maison, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que ça va donner. Et là, maintenant, tu achètes. Ce que moi, je fais donc, c'est que même si je vois un prix, j'essaie de descendre encore un peu plus et je fais mon offre. OK. Mais cette plateforme-là, est-ce que c'est une plateforme ce sont des vendeurs hors marché qui mettent leurs offres sur cette plateforme ou alors ça analyse les deals du marché? Ah bon, en fait, ils font des deux. OK. Ils prennent des bases, ils ont une base de données carrément décentralisée. Ils prennent des informations sur les counties. Je ne sais pas comment on dit county en français, ça veut dire des Les zones, régions, les des comtés? régions, des circonscriptions. Oui. Voilà, ils prennent les informations de chaque circonscription et ils mettent sur leur site. Ça veut dire quand je m'en vais là-bas, par exemple, je tape l'adresse, ça me donne carrément le nom du propriétaire et nom de l'agent immobilier qui est en train de lister sur Zillow. OK. Je vais d'abord rappeler qu'un agent immobilier, c'est juste un middleman. Lui, il n'a rien. Il cherche, il connecte juste l'acheteur au vendeur. Toi, l'investisseur, tu ne parles pas avec le middleman, tu causes directement avec le propriétaire. Parce que tu dois payer ce middleman si tu mets un middleman dessus. Mais attends, il y a une petite subtilité. Ici, par exemple, lorsqu'un vendeur a, a pris un courtier pour le représenter, il est obligé de passer, à moins qu'il n'utilise le système à deux voies, parce qu'il y a un système, soit il a seulement son courtier, ou alors il prend un truc comme du proprio. Donc, il met en vente sur la plateforme et il peut avoir son courtier. Le premier qui trouve, il a gagné.
Mais en général, pour la plupart, comme sur Realtor, par exemple, la plupart, là, ils ont leur courtier, ils signent un contrat de vente avec leur courtier. Est-ce que ce n'est pas comme ça pour toute la majorité des propriétés, la majorité des ventes, dans le fond? Normalement, les agents immobiliers voudraient que ce soit de cette façon. Ça veut dire, si vous avez une maison à vendre, vous venez rien que vers et vous signez un contrat. Ce que je fais, c'est quoi? Moi, quand je veux acquérir une propriété, que je vais faire peut-être un short sale, je vais pas donner, je vais pas signer un contrat avec un agent immobilier. Je vais carrément employer même 5 parce que je veux vendre vite. Je n'ai Hein? plus aucun papier. Si tu m'amènes le client, tu as tes 6% de commission. On discute, on ne signe rien. OK. Oui, oui, Ah, tu oui. peux signer un contrat avec plusieurs Tu courtiers. ne signes même pas de contrat. C'est Ah, du tu signes verbal. pas. Ah, S'il veut bon. venir mettre son La effigie devant pancarte, oui. sa pancarte, que c'est moi qui vends cette maison, il n'y a pas de problème. Je lui dis, il y aura même 5 pancartes là-bas. OK. Parce que on se rappelle d'abord que, je vais rappeler que la pancarte, c'est pour prendre les clients qui sont juste en train de passer. Hein. Ça veut dire qu'ils passent par le neighborhood et ils voient et ils appellent le numéro. OK. Maintenant, le realtor, il ne doit pas se figer rien que sur ceux qui conduisent dans les alentours. Il doit carrément chercher les clients qui viennent de nulle part et partout et d'ailleurs et venir acheter la propriété. Donc, ce qui fait, je peux me mettre 5, il n'y a pas de problème. Celui qui amène le client et jusqu'à ce qu'on arrive, on signe et il me donne mon chèque. Oui, monsieur, vous méritez vos 6%. Et vous ne les payez pas s'il n'y a pas de 6%, s'il n'y a pas de client qui a carrément fermé, qui a carrément pris votre immobilier. OK, OK. Mais est-ce que c'est vous qui payez la commission de 6% au complet ou ça se partage entre le vendeur et l'acheteur? Euh, non, non, l'acheteur, il ne connaît même pas ce qui se passe à l'intérieur. OK, 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 OK. L'acheteur, lui, se dit que l'agent immobilier est en train de se rassurer qu'il ne soit pas carrément, qu'on n'a pas explosé les prix avant de lui donner. C'est ce que l'acheteur se dit. Mais c'est carrément pas parce que l'agent immobilier prend ses 6% en fonction du prix d'achat. Ça veut dire que si j'ai acheté ma maison peut-être à, il va dire 12 000 dollars, il aura 6% de 12 000 dollars. C'est la règle. C'est pas parce OK. qu'il a trouvé un client qui va acheter peut-être à 18 000 dollars qu'il va avoir toujours 6% de 12 000. Non, il va avoir 6% de 18 000 dollars. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, OK. il n'est pas au courant de tout ça. Au Canada, par exemple, bon, c'est vrai que lorsqu'on affiche le prix d'achat, c'est transparent à l'acheteur. Donc, lui, la commission ne sort pas de sa poche, mais c'est simplement que lorsque vous allez passer chez le notaire, la commission est partagée entre le courtier du vendeur et le courtier de l'acheteur, Ça, c'est en vrai. général. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ici ce chèque-là est carrément divisé chez le notaire. Ils appellent ça OK. title company. En fait, vous partez chez un title company et le notaire est là juste pour vérifier que vous signez à toutes les cases et tout, et tout, et tout, et que les trucs soient faits légalement. Mais maintenant, c'est le title company qui divise dans ses chèques. Ça veut dire qu'il va prendre 6%, il donne carrément à l'agent immobilier. Et maintenant, vous prenez la différence. Et maintenant, si cette maison a été payée, par exemple, par une banque, vous prenez juste le surplus. OK, parfait. Il y a Consti dans le chat qui demande c'est quoi le nom de la plateforme que tu as donné au départ? Realflow.com, ça veut dire real comme réel en anglais, avec un E, Flow.com. Ça, c'est une plateforme payante. Vous devez payer 175 dollars US chaque mois. Et si moi, je conseille les nouveaux de commencer ça, d'aller en partenariat. Moi, je fais des trucs payants aux gens. Ils me payent, par exemple, je vais dire 100 dollars le mois et je leur donne accès à la plateforme. Parce que j'ai un compte business où je peux créer plusieurs, comment dire, je peux créer plusieurs usernames et ils ont accès à la OK, plateforme. OK, Mais et si vous ne voulez pas faire de cette façon, vous pouvez vous mettre en groupe de 5 et vous divisez les 175 par 5. OK. Oui, ça a l'air d'être une puissante plateforme, hein. J'aimerais bien faire un tour là-dessus. Elle est très belle, elle est très belle. Sans publicité, on ne me paye pas pour ça. Je ne travaille pas pour Yelflow. OK, c'est bon ça. OK. Et en termes de... il y avait une autre question. Bon, c'est quoi le processus pour l'inspection? Mais avant d'arriver là, je voulais savoir en termes de technique d'investissement. Donc, quel type d'investissement tu veux? C'est vrai que tu as parlé d'achat détention. Tu as parlé aussi au tout départ que tu faisais le middle entre l'acheteur. Quels sont les types de techniques que tu utilises? Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du wholesale. Le wholesale, c'est celui qui va peut-être sur n'importe quelle plateforme.
Peut-être le deal, il est à 300 000 dollars. Ce que je vais faire, c'est que je m'en vais à la propriété, je m'en vais d'abord sur mon site. Mon site me dit, cette maison ne vaut pas 300 000 dollars. Elle vaut peut-être 250. Tout acheteur voit sur le site, par exemple, de Zillow à 300 000. Moi, mon site me dit 250 000. Je m'en vais maintenant faire mon offre. Je m'en vais, je prends un contrat. J'ai carrément un package pour avoir une certaine crédibilité quand je m'en vais voir le vendeur. Je vais vous montrer là. OK. Donc, Gary, tu as dans le chat realflow.com, donc c'est R-E-A-L-E, flow, F-L-O-W.com. Et il y a Guy qui disait dans le chat qu'au Québec, l'équivalent de realflow.com, c'est à peu près mon prospecteur. C'est vrai que ça ressemble à ça, mais il y a quand même quelques différences encore. Donc, merci pour la remarque, Guy. D'accord. Ce que je fais, c'est que je m'en vais voir l'acheteur. Je lui dis, voici ma compagnie. Je ne sais pas si vous voyez là. Oui, Can Dream Home. Exactement. Et je lui dis, voilà mon site, voilà mon email et tout et tout. Je suis un investisseur. Ma plateforme me dit, votre maison, vous l'avez achetée à tel montant. Parce que ça me dit aussi, quand est-ce que cette personne a acheté la propriété. Oui. Vous avez acheté à tel montant. Et moi, mon offre, c'est 230 000. Sur le site Zillow, bien sur toutes les plateformes d'acheteurs ou bien des retailers, c'est à 300 000. Il va venir, il va me dire, il connaît toutes les informations, il connaît l'historique de cette propriété. Je préfère te vendre ça à 240 000. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez 240 000, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre cette maison sur contrat. Je viens, je lui demande de signer cette maison. Je lui dis, vous me donnez 30 jours. OK. Vous me donnez 30 jours pour me trouver, pour que vous ne donnez cette maison à personne, aucun agent immobilier et tout, et tout, et tout. Nous n'allons pas aller mettre un middleman dessus. Je vous donne 30 jours. Je vous donne un chèque. Je vous fais un chèque de 100 dollars. En 30 jours, je vous amène celui qui va prendre cette maison. Je m'en vais donc maintenant. Je cherche maintenant les middleman. Quoi, le middleman? Trouve-moi un client. Je prends même 5 middleman. Trouve-moi le client qui veut la maison-ci. C'est listé à 300 000 sur Zillow. Je veux juste 295 ou 290. OK. Il vient, il me trouve le client. Je m'en vais maintenant au title company. Le title company, je m'en vais avec mon contrat que l'acheteur, que le vendeur a signé dès le départ. Je m'en vais avec, je donne au title company. Le title company, c'est que entre 295 000 et les 240 000, il y a 55 000 de différence. Il fait un chèque de 55 000, il met de côté. Il fait un chèque de 245 000. Il donne 240 000, il donne au vendeur. Okay. Sur les 55 000, sur les 295 000, on fait 6% de 295 000. On donne ça à l'agent immobilier. À l'agent immobilier. Vous voyez que j'ai déjà un 50 000 qui est sorti comme ça. OK. Je comprends un peu. Ici, je pense qu'on appelle ça des flips d'offres d'achat. Donc, en fait, tu fais une offre d'achat sur une propriété et tu te retournes. Bon, tu fais une offre d'achat avec comme. Il y a des façons de structurer ton offre d'achat pour qu'elle ne soit pas comme quelqu'un qui veut acheter elle-même la propriété. Et tu te retournes, tu vas chercher des personnes à qui tu revends l'offre d'achat un peu plus cher. Donc, tu te fais ton profit là-dedans sans avoir jamais détenu la propriété. Et vous avez un certain délai pour ça? Oui, il y a des délais c'est très, le flip d'offre d'achat, c'est vraiment, il faut être sharp. Il faut être sharp dans ces délais parce que si tu manques un délai, tu te retrouves à être pogné à acheter la propriété toi-même. Ouh là 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 là. Ben, à moins de s'arranger pour faire tomber plusieurs conditions, parce que quand je fais une offre d'achat, il y a plusieurs conditions. Il y a la condition de la visite, de l'inspection, du financement et tout. Donc, si à un moment donné, tu ne respectes pas une de ces conditions-là, l'offre d'achat tombe et donc l'achat n'aura pas lieu. Donc, généralement, lorsque tu fais ce genre de flip d'offre d'achat, c'est en amont, avant même d'avoir fait l'inspection, dont tu essayes de revendre l'offre d'achat à un autre vendeur. Wow. Oui. C'est un peu trop strict chez vous. Hein? Oui. C'est très encadré. Ça protège pas mal l'acheteur
parce que oui, je pense que le système ici protège pas mal l'acheteur. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez dans le chat, hein, c'est quoi vos impressions. Mais j'ai l'impression que ici au Canada, la façon dont c'est structuré, l'acheteur est quand même bien protégé. D'accord, d'accord. Bon, si vous êtes au Canada, ça vous empêche d'investir au Texas, hein. Il n'y a pas de limite, hein, juste en passant. Le système est presque la même chose. Ouais, de toute façon, on s'en vient là, on s'en vient là. Donc, bon, ça, c'est une des techniques d'investissement. C'est quoi vos autres techniques d'investissement? Voilà. L'autre technique, c'est que si je vois une propriété que j'ai envie de garder carrément pour le long terme, la propriété est dans un super bon neighborhood, ça, ce qui est important, ça veut dire la propriété va toujours prendre de la valeur chaque année. Ce que je fais, c'est que je m'en vais chercher carrément, si je n'ai pas les moyens, bien sûr, je m'en vais chercher ce qu'on appelle le private money lender. Le private money lender, c'est celui qui te dit, tu veux mon argent, je m'en vais chez lui juste pour vous, je m'en vais chez vous, je viens chez vous rien que pour vous prêter de l'argent parce que je veux m'acquérir une propriété. Mais celui-là, il me dit, qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Est-ce que dans ce que tu vas gagner, est-ce que tu pourras me payer? Parce que je ne te donne pas mon argent pour rien. Je ne te donne pas pour tes beaux yeux. Je te donne ça parce que je veux aussi que cet argent me produise quelque chose. Alors, généralement, ces gens, ce sont des experts en immobilier. Il va regarder la propriété, il sait ce qui se passe. Ça veut dire dans les moindres détails. Ce n'est pas un truc que tu vas mentir et tout et tout. Il va faire carrément une recherche sur la propriété. Il peut même faire une descente. Ça dépend, hein. Il peut faire une descente sur les lieux. Il regarde et il dit, OK, ici le chèque qu'il te donne. Ou ici, c'est le contrat que je vais te payer avec un intérêt de 8%. Mais non, avant d'accepter ces 8% d'intérêt dont tu te parles, tu dois te rassurer que est-ce qu'en le payant, je me fais toujours un argent dessus? Ben oui, ça grignote pas mal la marge de profit du 8%. Et Voilà. 8%, je trouve que c'est gentil, hein, parce que ici, c'est gentil, c'est gentil. c'est beaucoup plus que du 8% Voilà. des Donc, prêteurs privés. moi, mon maximum, c'est 10%. Si c'est 10%, je pense que l'affaire n'est pas bonne. Je pense que le private money lender veut carrément plus que moi. Donc, pour moi, mon threshold s'arrête à 10%. Donc, OK. s'il il te signe ce chèque, tu achètes la propriété et tu mets le locataire à l'intérieur, chaque mois, tu prends tes revenus. Guess what? Tu vas payer d'abord le private money lender. Ben oui. Tu le payes et le dessus, là, c'est ça ton cash flow. Donc, voilà une autre façon d'acquérir les propriétés. Bon, maintenant, souvent, ça dépend du contrat que tu as avec le private money lender. Souvent, il te dit qu'il veut que tu le payes en un an. C'est ça la difficulté. C'est difficile d'utiliser un prêteur privé pour aller faire de la location long terme. Voilà. Ce genre de prêteurs privés, on les utilise pour les flips, les opérations à très court terme. Voilà. Ce que tu fais donc, c'est que une fois que tu as acquis la propriété, tu vas maintenant à la banque et tu refinances. En faisant un refinancement sur la propriété, la banque te donne l'argent, tu rembourses le private money lender parce qu'il veut son argent en un an. Il ne va pas attendre. Non. Et c'est la priorité. Souvent, les gens se disent que non, je vais faire mon cash, je vais mettre mon argent dans ma poche et tout. You owe that guy, you owe him. Tu le dois de l'argent. Mais oui. Et surtout qu'il a une hypothèque de deuxième rang sur la propriété parfois, donc tu ne le rembourses pas, il te retire tout simplement la propriété. C'est ça le business, il faut être honnête. OK, parfait. Mais aussi, pour pouvoir refinancer la propriété après un an, il faudrait que tu aies quand même optimisé la propriété. Il faudrait que tu aies, parce que la banque, là, quand elle va te refinancer, elle ne refinance pas à 100%, j'imagine, chez vous. Non, il y a aussi un apport personnel, bien sûr. C'est ça. Donc, même au refinancement, pour que l'équité que tu dégages au refinancement puisse rembourser le prêteur privé, il faudrait que tu aies fait de quoi dans la propriété pour augmenter la valeur. De toutes les façons, c'est pour ça aussi qu'il faut déjà choisir un très bon neighborhood. De toutes les façons, si cet immeuble est dans un bon neighborhood, ça va déjà prendre de la valeur. Naturellement, oui. Oui. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, tu as besoin de faire des travaux ou alors d'augmenter les loyers, de sortir les locataires. Soit tu augmentes les loyers sans rien faire si tu sais que tu es dans un bon neighborhood. Soit tu prends encore un petit argent quelque part et tu rénoves l'immeuble. C'est ça. Ça oblige chaque tenant à accepter l'augmentation du loyer. Sinon, vous allez carrément les faire sortir. Hein. Pardon? Sinon, vous allez faire sortir les locataires. Ils seront fâchés. Et justement, là-bas aux États-Unis, c'est quoi la relation que vous avez avec les locataires? Est-ce qu'ils sont protégés? Ici, par exemple, il y a la Régie du logement qui protège les droits des locataires. Bon, au Québec, il y a la Régie du logement qui protège les droits des locataires. Donc,
on ne peut pas faire sortir un locataire n'importe comment. Par exemple, il a droit à la jouissance de son appartement tant et aussi longtemps qu'il paye son loyer et il respecte les règlements de l'immeuble. Donc, Voilà. si tu veux le faire sortir de façon un peu cavalière, il faut que tu négocies avec lui. Oui, 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 bien sûr. Et moi, je vais jamais sortir quelqu'un de personnellement. Ça, c'est trop d'arrache. Ça, c'est trop de coude à coude avec les gens. Je vais jamais le faire. Ici, les locataires ont leur droit. Ils ont le droit. Les bailleurs ont aussi le droit. Vous ne pouvez pas faire sortir quelqu'un s'il est défaillant de moins de 30 jours. Ça veut dire s'il est défaillant, aujourd'hui, ce mois, vous lui donnez, vous faites une notice, il a 30 jours pour sortir. Et si les 30 jours arrivent à expiration, vous n'allez pas et dites, monsieur, sort. Ça, c'est trop barbare, ça, c'est trop primitif. C'est pas permis ici. Et vous pouvez carrément vous faire suivre en justice si vous faites vous tenez un comportement pareil. Ce que vous faites, c'est que vous appelez la police et il y a le département du marshal. Vous appelez le marshal et le marshal a le droit d'aller et faire sortir cette personne. Vous ne le faites pas personnellement. OK, OK. Voilà. Ah, OK, OK, intéressant. Et est-ce que les lois varient beaucoup d'un État à un autre ou c'est souvent pas mal pareil en termes que ce soit les lois au niveau du financement des acquisitions ou alors les lois qui protègent les propriétaires, les locataires? Il y a tellement de lois qui existent. Ben, moi, je préfère gérer avec les assurances. Vous voyez, l'assurance, par exemple, maison te protège dans plusieurs situations. Qu'il y a un vol, qu'il y a peut-être un incendie, qu'il y a un earthquake ou bien natural disasters, tu seras protégé. Maintenant, si tu veux juste te dire que tu vas faire des accrochages avec des gens, au Texas, je vais dire ça, c'est les États du Sud sont des États qui protègent carrément les bailleurs. Le bailleur a toujours raison. Maintenant, dans Ah les ouais? États nordiques, où il fait super froid, tu ne peux pas carrément faire sortir quelqu'un en hiver. OK, Nous avons l'hiver peut-être ici au Texas, mais il neige, il a peut-être neigé aujourd'hui, mais il n'a pas peut-être neigé ici depuis peut-être 3 ans. OK. Ce qui fait que ça dépend aussi du climat, ça dépend de votre zone. Vous voyez, on ne peut pas faire sortir quelqu'un parce qu'il doit de l'argent. On ne va pas qu'il aille mourir, pas du tout. S'il meurt, il va vous payer comment? OK, C'est un peu ça. C'est un peu OK. ça. OK. Donc, en fait, il y a ça. Bon, il y a les flips d'offres d'achat, si on veut, comme on appelle ça chez nous. Il y a la détention à long terme. Donc, vous achetez pour détenir à partir d'un prêteur privé. Mhm. Je pense que vous avez déjà fait des flips aussi. Ouais, ça, c'est exactement ce que c'est par ça que j'ai commencé à faire des flips. Ça veut dire, j'achetais des propriétés super moins chères et j'engageais des general contractors, je sais pas comment on dit, des contracteurs, Oui, entrepreneur général. entrepreneurs généraux, merci. Euh, et ils arrangent la propriété, ils mettent ça up to standard. Ça veut dire, ils rénovent la propriété, ils mettent ça vraiment au top et vous la revendez sans forcément mettre un locataire à l'intérieur. Mais pour les débutants, je vais vous dire la vérité, il y a toujours un problème avec les entrepreneurs généraux. Parce que vous ne savez pas, est-ce que ce prix qu'ils me donnent là, si j'ajoute avec le prix que j'ai acheté cette maison, est-ce que je pourrais vendre et me faire un profit? Ça veut dire, avant d'acheter même la maison, vous devez déjà amener votre contracteur et dire, hey, ça va coûter combien? Et vous devez être malin. Vous pouvez même rester chez vous, vous prenez votre téléphone, vous appelez même 4 5 contracteurs. Hey, j'ai une maison à telle adresse et tout, et tout, et tout. Je veux que tu ailles regarder et tu me donnes tout ce qui est défaillant et combien est-ce qu'il faut, combien est-ce que ça va coûter pour rénover ça et mettre ça au top. Mhm. Vous donnez rendez-vous à 3 contracteurs différents en 3 jours. Et je dis, vous avez 2 jours pour venir me donner votre, comment on dit ça, La votre devis. soumission, oui, le Exactement. devis. Vous donnez votre devis, vous avez 2 jours pour me donner ce devis. Je dis bien 3 jours. Ça veut dire que vous envoyez un lundi, vous envoyez un mardi, vous envoyez un mercredi. Avant vendredi, vous avez les 3 offres. Guess what? You go with the lowest one. Ça, c'est une bonne technique, ça. You go with the lowest one. Tu prends Mais l'offre la plus petite. attention, le plus petit prix n'est pas toujours le meilleur. Mais j'imagine qu'à la base, vous avez sélectionné quand même ceux qui Exact, font de la qualité. exactement. OK, C'est un OK. prix super. Comment on dit ça? Vous devez être scrupuleux. Ça veut dire que vous devez le trier avant de faire. Quand vous choisissez les 3, ça doit être les 3 de votre. C'est les 3 meilleurs de votre liste. Meilleur. OK. Mais maintenant, des 3 meilleurs, vous prenez celui qui donne l'offre la plus petite. Et quand vous OK. l'envoyez, vous lui dites, ne pensez pas que vous êtes le seul contracteur que j'envoie là. Si votre offre vaut la peine, et je veux que vous me donnez une photo de l'après-travail.
à quoi est-ce que ça va ressembler? Je vais prendre je vais avoir le business avec vous. OK. Hmm. Vous le Et payez avec une crédit card, vous le payez, je ne sais pas avec quoi, un moyen de paiement. Allez, à la fin, hein, bien sûr. à la fin, bien sûr. Ne lui donnez pas une avance ou bien machin, machin. Puis vous faites le travail tel jour. Ah, vous ne donnez pas d'avance? Aucune, rien, zéro? Celui qui demande l'avance, il n'a pas d'expérience dans le business. Il a funk, si je vais dire ça comme ça. OK. Oui, 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 oui. Ils savent comment ça se passe. Hmm. OK. Et est-ce qu'en général, en termes de respect des délais et respect des coûts, est-ce que ça allait bien lorsque vous faisiez des flips ou alors vous avez souvent eu quelques petites surprises ou grosses surprises? Il y aura des surprises souvent quand le contracteur n'est pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Soit il est lent, soit quand il est lent, ça va carrément prendre longtemps avant que vous rentrez dans votre bénéfice. Ça veut dire, Hmm. vous ne pouvez pas vendre la maison quand elle est encore en rénovation et tout, et tout, et tout. Ça veut dire, la maison va être au sol et ça ne va rien vous apporter. Alors que vous avez déjà acheté cette maison. C'est ça. Donc, ça, c'est un peu frustrant et ça arrive, ça va justement dépendre du contracteur. Et aussi, ce que les gens ont peur, ils ne savent pas qu'ils peuvent employer carrément même 5 agents immobiliers pour aller chercher des clients. Vous ne les payez pas du moment qu'il ne vous a pas apporté le client. Mhm. OK. Donc, une fois que vous apportez le client, il a ses 6%. Et c'est bon, vous ne signez aucun contrat, rien, rien, rien. Et allez. À ce que je me souvienne, je n'ai jamais vu une propriété où il y a deux pancartes de deux agents différents, de deux agents immobiliers différents ici, en tout cas. Jamais. Donc, c'est De, tout- vraiment... de toute façon, les agents immobiliers se respectent. Du moment où ils voient une pancarte déjà là, il ne va pas venir mettre la deuxième. Ce sont OK. des collègues, ce sont des collègues. OK. Mais quand celui qui vient, il met sa pancarte, dis-lui qu'il n'est pas le seul propriétaire ou bien le seul agent immobilier sur cette propriété. Il faut lui dire ça. Ça lui met carrément de la pression. Et votre maison sera vendue pendant 30 ou 60 jours maximum. OK. Bon, c'est un autre avantage d'investir aux États-Unis. Bon, et en termes de... Après les flips, je sais que vous aviez parlé de Airbnb aussi. Ouais, les Airbnb sont super bien, mais vous devez déjà avoir des moyens parce que c'est un, vous prenez une certaine somme d'argent et vous déposez sur une maison qui ne sera pas occupée tous les jours. Il faut se dire la vérité. Et l'avantage avec un Airbnb, c'est que vous n'allez payer rien de l'impôt dessus sur cette maison, rien que quand vous avez eu quelqu'un qui a carrément occupé cette maison pour le week-end. Donc, ça, c'est OK. bien, mais ça vous permet aussi à vous d'avoir carrément une maison de vacances. On ne fait pas juste ce travail pour se bourrer la tête, réfléchir et tout. Vous devez carrément avoir aussi une période de relaxation et tout et tout. Ben Prenez oui, les bien enfants et sûr. la famille, vous partez, vous relaxez un peu et vous revenez. Mais les Airbnb, c'est vraiment bien et vous gagnez plus sur la taxe que par exemple sur le cash flow constant. OK. OK. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on peut déduire lorsqu'on fait du Airbnb. Oui, oui, Beaucoup de choses. surtout sur OK. l'impôt. Et ça ressemblait à quoi les taux d'occupation C'est vrai que ça varie d'une saison à une autre, mais les taux d'occupation, ça peut faire quoi? Du 50% plus, moins? Avec le Covid 2019, les occupations sont un peu plus qu'avant. Mais à la norme, généralement, c'est 75% d'occupation. OK. Mais à cause du Covid, C'est maintenant, bon. les gens préfèrent être locataires que d'avoir carrément une maison, je vais dire, que d'acheter une maison. Les gens préfèrent plus de louer une maison que d'acheter une maison à cause du Covid. Genre, les gens perdent le boulot de gauche à droite, à moins que vous travaillez peut-être pour le gouvernement, que vous avez carrément un revenu fixe, que vous travaillez ou non, ou pas, Mhm. vous serez toujours payé. Donc, maintenant, c'est une bonne période d'investir dans le real estate parce que vous aurez plus de gens qui vont venir louer vos immeubles par rapport dans les saisons normales, quoi. Oui, mais ça, c'est la location à long terme. Par rapport au Airbnb, j'imagine que ça a chuté avec le Pour le Covid. Airbnb, carrément, c'est super, super bas. C'est OK. super, super bas. Il faut Euh, qui dit Airbnb, ça veut dire celui qui part pour louer à cause juste d'un petit séjour, d'un court séjour, rien que pour les vacances, pour s'amuser et tout. C'est ça. Je vois pas si je n'ai pas un revenu fixe ou que je travaille pas, pense que je vais me payer les vacances. Ouais. À moins que je sois peut-être riche, je peux me prendre des crédits et tout et tout. Mais bon, moi, je reste C'est ça. africain dans ma tête, je ne peux pas me permettre cela. C'est ça. OK. Et Ouais. pour obtenir, si on passe au financement, pour obtenir un financement, j'imagine qu'il faut avoir un bon emploi stable et tout ça, un peu comme ici. Ça, c'est clair. Ça veut dire, vous devez avoir une source de revenus fixe, ça veut dire garantie.
vous devez avoir un historique à votre emploi. Vous ne pouvez pas travailler dans un endroit depuis peut-être 3 mois et vous demander un crédit. On va vous dire non. Et vous devez avoir un bon crédit score. Je dis aux gens, credit is more powerful than money. Ça veut dire, le crédit, les points du crédit sont plus importants que le cash flow, bien l'argent que vous avez en banque. Je m'explique. Oui. À cause du bon crédit, la banque vous donne accès à des fonds que vous ne pouvez pas avoir. Une fois que vous ayez ces fonds, vous investissez pour faire un petit cash flow constant. Maintenant, si vous n'avez pas un bon crédit score, ça veut dire que vous n'êtes pas fiable. La banque ne peut pas dire, je vais donner l'argent à telle personne et il va rembourser. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas peut-être payé une facture d'avant, une petite facture de 30 dollars, ça vous casse le crédit score. Une petite facture oubliée, ça vous casse le crédit score. C'est pas bien. Si vous avez une dette avec n'importe quelle, je sais pas, compagnie de téléphone ou bien juste là où vous louez votre maison, c'est du sérieux. Prenez ça au sérieux, payez vos dettes. Et même si vous n'avez pas de l'argent, le gouvernement américain ou canadien, je pense que c'est la même chose. Il regarde l'intention de la personne. Est-ce qu'il a une dette de 90 000? Est-ce que pendant l'année passée, il a essayé d'éponger une certaine partie? Exact. Ça compte beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'être milliardaire pour avoir un très bon crédit score. Non. Non. Oui. C'est cette Il y a des instruction que vous façons. pouvez avoir. Oui, oui. Il y a même des façons de faire augmenter son niveau de crédit tout en restant endetté. Ah Mais la oui, oui. façon dont tu vas rembourser tes dettes, ça va faire que ton score de crédit augmente. Et Exact. ce qu'on recommande aussi aux gens, c'est de vérifier leur score de crédit au moins une fois par année, 1 à 2 fois Exactement. par année. Parce Merci. qu'on ne sait jamais. Tu peux avoir une compagnie avec qui tu as fait affaire, qui t'a envoyé une toute dernière facture, là, ils ont découvert qu'il y avait des frais après je ne sais combien, après 6 mois, après 1 an, toi tu as déménagé, tu as envoyé une vieille facture à ton ancienne adresse et tu ne l'as jamais reçue. Donc, ce n'est même pas que tu n'avais pas l'intention de payer et ça salit ton crédit et ensuite ça s'en va, ça, ouais, ça empire simplement la situation. Ça, c'est très vrai, Christelle. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle Free Annual Credit Score Report. Ah Ça, oui, gratuit. c'est gratuit, mais c'est une fois l'année. OK. Vous pouvez prendre ça n'importe quel jour de l'année. Ceux qui sont aux États-Unis doivent connaître ce site. Vous vous inscrivez à l'intérieur et c'est vérifié, c'est super sécurisé, c'est un site du gouvernement. Et vous avez le rapport de votre crédit. Ça veut dire toutes les cartes de crédit que vous avez, pas le passé même, tout ce qui a été ouvert pendant l'année. S'il y a un truc qui est carrément faux, vous pouvez appeler et dispute que that wasn't me. Ça, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre ou bien c'était une erreur. Et ça s'arrange là. Du moment qu'une seconde année passe et que vous n'avez pas été au courant de ça, ça vous pénalise. Mhm. Ça vous pénalise. Donc, c'est un truc à prendre au sérieux. Et je conseille à nos frères africains d'éduquer les enfants à partir de l'âge de 12 ans. Ouvrez une carte de crédit que vous avez le contrôle. Et vous leur dites que voici comment ça se passe, voici comment. Excusez-moi pour le thème, mais c'est comme ça que les Blancs font. Mais oui, l'éducation financière dès le bas âge. L'éducation financière. Oui, 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 dès le bas âge. C'est pas seulement parce que nous, on réfléchit quand on a de l'argent, on veut aller s'acheter des sacs Gucci, machin, machin. Et si on ne t'a pas éduqué financièrement, tu ne vas pas savoir que c'est une erreur que tu es en train de faire. Exact, exact. Voilà. OK, intéressant. Donc, il n'y a aucune raison qu'un Américain ne connaisse pas son score de crédit. Vous Ah devez oui. le faire au moins une fois par an. Peu importe, même au Canada, contactez des comptables et ils vont vous dire comment ça se passe. Mais oui, en fait, il y a des sites où on le fait gratuitement, hein. Je pense que la dernière fois, j'ai juste oublié le nom du site. Oh, c'est dommage. Peut-être je vais le laisser dans les commentaires. Mais la dernière fois, je l'ai fait gratuitement. C'est simplement que tu n'as pas le rapport détaillé, mais tu as quand même une partie du rapport. D'accord. Et de toute façon, ça vaut la peine de payer une fois en passant. C'est quoi, 9 dollars, 20 dollars Ça vaut la peine. pour le faire? Oui, quelqu'un dit Equifax, Equifax, oui, Equifax, mais il n'y a pas que ça. C'était un autre site. Je ne sais plus lequel, désolé. Donc, OK. Là, on a parlé des ratios prêt-valeur. Tu m'avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé. Si tu veux acheter un investissement, c'est 20% de mise de fonds. Par Oui. contre, si tu veux acheter un immeuble où tu vas habiter, ce n'est pas du tout le même type de ratio prêt-valeur. De taux, correct. De... Ça, c'est super vrai et les gens ne savent peut-être pas. Pour un immeuble à revenu locatif, je vais dire, pour un immeuble qui va vous donner un revenu, vous devez prendre un prêt business. Normalement, l'apport est de 20%.
Mais maintenant, si vous prenez un immeuble peut-être qui a peut-être, je vais dire 8 portes ou bien qui a peut-être 8 appartements différents et que vous vivez à l'intérieur d'un appartement, vous pouvez utiliser pour la première fois un FHA loan qui vous donne juste à porter 3,5%. La seule condition est que vous devez vivre dans cet appartement pour au moins 2 ans. Ça, c'est puissant, ça. Ça, c'est puissant. Ça veut Ça veut dire que dire, je peux acheter un immeuble de 20 appartements avec 3,5% de mise de fonds. oui, OK. oui. Ce sera OK. business. Vous allez vous retrouver en train de vivre, je ne sais pas si ce sera à 20, je ne sais pas si ce sera jusqu'à 20, 20 appartements, mais je pense que c'est bien possible. Il faudrait vraiment faire une recherche là-dessus. Mais Vinny ici dit que le maximum d'appartements, c'est 4. Je Bon, sais pas, même moi, j'ai déjà vu les gens faire ça avec 6 quand même. avec 6, wow. Mm. OK. Même si c'est 4, c'est très intéressant parce que ici, 4, impossible, impossible. De toute façon, Déjà, le minimum, c'est 5%. C'est pas 3,5. ah bon, hein. De toutes les Oui. façons, vous allez vous retrouver en train de vivre carrément gratuitement. Vous allez prendre le loyer des autres appartements et payer le reste. OK. Et Donc, le, et le terme, parce que là, on parle de les termes, c'est souvent, est-ce que c'est au moins du 5 ans, c'est du 1 an, 2 ans, ça varie, peu importe, c'est toi qui choisis. le thème de quoi? Ou, mais, mettons, le terme, tu sais, quand tu prends le prêt, c'est renouvelable après un certain terme. Ton contrat hypothécaire, tu le prends sur un certain terme. Donc, tu prends un contrat, mettons, il te fixe le 3,5, non, Mhm. tu prends un taux à, exemple, 2% parce que les taux sont bas présentement et ta banque te donne ce 2% pendant un terme de 1 an, de 3 ans, de 5 ans, peu importe. Non, ici, Est-ce c'est que, 30 ans ou 15 ans. Voilà les conventionnels. Mais vous pouvez faire à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans, que ce soit 17 ans, 18 ans, jusqu'à 30 ans. Mais c'est 30 ans pour repayer toute l'hypothèque. OK, OK. Est-ce que j'utilise le bon terme? Oui, hein. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Ici aussi, 15 ans, 20 ans, 25 ans, le terme. Le thème du Bon, prêt. ce que je veux dire, c'est que le taux que la banque va te donner, c'est un taux qui sera utilisé pendant combien de temps? Non, il est fixe carrément. C'est pour la durée du Oui, prêt. Il oui, est c'est ça, la durée du prêt. Le taux, la durée du prêt est de combien? C'est quelle durée, généralement? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? En Allemagne, par exemple, la durée de leur prêt est généralement de 10 ans et plus. Non, ici, c'est 15 ans ou 30 ans. OK. C'est ça, Miyu Yaba qui dit le terme du taux. C'est ça, le terme du taux. Donc, mettons, la banque te donne un taux de 2%. Ce taux-là, il est fixe pendant combien de temps? C'est ça. Il y a les thèmes qui peuvent varier. C'est en fait, comment on dit ça? C'est fixe loan. Le loan, lui, il est fixe. L'intérêt, lui, ne va pas varier carrément. Et ça va durer toute la période du loan. Ah ouais, toute la Oui, période du toute loan. la période du loan. Et vous devez payer, OK. par exemple, les PMI, Private Mortgage Insurance, Oui, et vous devez payer l'assurance sur la maison, et vous devez payer les oui. taxes. OK. Ça fait Donc, partie de ton escrow account. OK. L'assurance sur le prêt, Oui. comme ici la SCHL ou il y a une autre compagnie qui le fait. Mhm. Euh, L'assurance pour habitation et Mhm. les taxes. Correct. OK. Ça fait partie de escrow account. OK, OK, super. Et donc, les ratios prêt-valeur, bon, ça, on a vu. Euh, je demandais aussi les termes du prêt. Et là-bas, quelles sont les étapes pour acquérir un bien immobilier? Si on part vraiment, on survole, hein, on n'entre pas dans les détails, pour acquérir un bien immobilier. C'est vrai que tu nous as expliqué un peu les techniques là pour aller chercher des deals, des bonnes opportunités. Mais ensuite, une fois que tu as trouvé ça, il y a Gary qui demandait justement c'est quoi le processus pour l'inspection. Une fois que tu as trouvé un prêt, est-ce que tu fais inspecter? C'est quoi les autres étapes? D'abord, tu recherches le deal. Tu recherches le deal, tu recherches la bonne affaire. Une fois que tu la trouves, tu dois vérifier si cette affaire est vraiment bonne. Tu ne te fies pas du prix qui est exposé dans le site des acheteurs. Tu te fies du prix ou bien de la marge qu'on t'a donné dans ton site des investisseurs. Tu regardes et avant de faire l'offre, tu dois inspecter cette maison.
et tu dois analyser. Après l'inspection, l'inspection, tu ne peux pas faire personnellement, à moins que tu sois carrément un, je ne sais pas quoi. Ça veut dire bien peut-être Un ingénieur peut-être en voilà, si bâtiment, tu es déjà ingénieur en peut-être. bâtiment, oui, si l'immobilier c'est ton dada, vas-y. Mais moi, je préfère que tu payes un inspecteur, c'est 500 $ l'inspection. Mhm. Il va sur le terrain, il fait l'inspection sur la fondation, sur le, comment on dit ça, la toiture. La toiture. Il fait l'inspection même sur le chauffage à la maison, même sur les installations électriques, tout, jusqu'au chauffage même. Il fait cette inspection et il te dit, ceci est bon, ceci n'est pas bon, ceci est bon, ceci n'est pas bon. S'il te dit tout ce qui n'est pas bon, tu lui dis, est-ce que vous pouvez estimer les frais de réparation de cette truc? Généralement, ils ont une idée parce que ce sont des inspecteurs. Ils vont vous dire combien est-ce que ça va coûter. Ce montant-là, vous le déduisez déjà sur votre offre. Oui. Maintenant, ça, c'est une étape. La prochaine étape, c'est que vous analysez le deal. L'analyse sur le deal, elle est super bonne sur le site que j'ai donné tout à l'heure, real.com. Vous entrez juste les données. Vous allez, vous, maintenant, en tant qu'investisseur, vous regardez, hey, ceci est mauvais, ceci est mauvais, ceci. C'est juste un retravail de l'inspection. OK, je comprends. Ce montant-là, et dans real.com, il va vous détailler, si vous avez fait ceci, ça va vous demander tel montant, tel montant de peinture, tel montant en ceci, et vous allez acheter ça à telle boutique, et là, dans cette boutique, ça coûte tel montant. Vous déduisez ça de votre offre. Vous voyez que votre offre est déjà super sécurisée. Il n'y aura pas de surprise, rien. Maintenant, vous faites votre offre, vous faites un contrat et tout, vous partez donner. Oh, tu fais l'inspection avant de faire l'offre? Oui. Sinon, comment tu fais? Tu ne fais pas une offre sans savoir ce qui t'attend derrière. Non. Non, mais justement, nos contrats d'offre, il y a des conditions, donc c'est conditionnel à l'inspection. Donc, lorsque tu visites, tu peux négocier le prix. Lorsque tu fais l'inspection, tu peux encore négocier le prix. Mais tu dois déjà déposer une offre. Dès le départ, il faut que tu donnes un prix. Mais ça prend combien de temps pour arriver jusqu'à là? Ça peut prendre quand même. Non, en général, c'est rapide. Hein. On parle de la visite. Tu dois faire la visite dans les 7 jours qui suivent, l'inspection ensuite dans la semaine qui suit. C'est quand même, ça déboule, quoi. Mais Non. vas-y, désolé de t'avoir coupé. J'ai Non, il y trouvé a ça pas quand même assez c'est bien particulier. Hein. d'apprendre aussi ce qui se passe de l'autre côté. Ouais, un peu. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime les offres réfléchies. Ça veut dire, j'ai déjà étudié ce qui va descendre, bien, qu'est-ce qui va sortir après que j'ai payé cette maison. OK. Et maintenant, dès que j'ai analysé mon deal, dans Real Free, ils vont te dire, voilà ce que votre chèque est. Après que vous êtes payé, vous avez payé la maison, vous allez payer les rénovations, vous auriez vendu la maison à ce prix, et voilà ce que vous aurez. Est-ce que vous êtes confortable avec ce travail-là? Ça vaut la peine depuis que vous avez commencé à étudier ou bien à travailler sur cette propriété? Est-ce que ça vaut la peine? Tu te lances. Si ça ne vaut pas la peine, guess what? Bye. OK. Donc, il y a quand même un investissement de 500 des frais d'inspection que tu vas débourser à la base, Ouais. idéalement. Est-ce que Mhm. quelqu'un peut outrepasser ça et faire une offre avec les données théoriques que le site va lui proposer? Hmm, ça, c'est carrément jouer à la loterie. Et OK. ça peut finir par de bonnes surprises ou de mauvaises surprises. Je OK. pense que c'est mieux de perdre 500 $ que de remettre 10 000 $ dans un deal. Et ça OK. arrive. Ça arrive. Et même vous, quand vous achetez votre maison, si ce n'est pas une maison neuve, rassurez-vous que vous avez fait inspecter cette maison avant d'entrer à l'intérieur. Sinon, OK. vous aurez pris les mots de tête de quelqu'un. Ben oui. Ça, c'est sans blague. Nous, c'est sûr et certain. Bon, moi, en tout cas, c'est sûr et certain que je ne peux pas acheter une propriété sans inspecter. Je posais la question dans le sens où l'inspection, avant même de mettre ton offre sur la table, tu fais une inspection. Donc, en fait, ce sont des frais que tu sors sans même savoir si ton offre sera acceptée. Donc, c'est ça, en fait, la petite nuance. Oui, c'est une nuance, c'est vrai. Souvent, ça m'est déjà arrivé, pour être honnête, ça m'est déjà arrivé d'avoir fait une offre que j'ai regrettée. Donc, c'est mieux de faire des calculs. C'est mieux de Ouais. faire des calculs avant de vraiment se lancer dans l'affaire. Oui. Et puis, il y a Vidi qui dit, même si c'est neuf, better be safe than sorry. Donc, il faut faire Absolutely. une inspection même si c'est neuf. That's absolutely true. But if you have a well-known builders that has a lot of experience, ça veut dire si tu as un constructeur qui Oui. a super beaucoup d'expérience,
je pense que tu peux carrément entrer dans la maison sans avoir inspecté. Moi, j'ai fait Parce ça. qu'il y a une garantie aussi, non? Voilà, parce que la maison est neuve et ça a été fait par un constructeur reconnu. Moi, quand j'ai acheté ma maison il y a 3 ans, c'était une maison neuve et je suis entré de cette façon. Je n'ai pas payé les $500. Mais bon, better be safe than sorry. Vinny, you're right. OK, OK, c'est bon. Et les maisons neuves, c'est une garantie 5 ans, 10 ans? Ça veut dire quoi? C'est une garantie? Ah, les maisons neuves ont une garantie de 5 ans ou de 10 ans? Non, ça dépend. Vous avez la garantie souvent sur la fondation, vous avez une Mhm, garantie sur les trucs. C'est séparé. Moi, j'ai une garantie de 10 ans rien que sur ma fondation. mhm. Mais maintenant, sur le reste des petits trucs à l'intérieur de la maison, je n'ai pas jusqu'à 10 ans. J'ai eu 2 ans sur ma Sur garantie de certaines choses. certaines choses. Donc, ça va Oui. vraiment dépendre. Il y a une certaine fourchette des trucs qu'ils demandent à respecter et c'est comme ça qu'ils vont vous couvrir. Ils ne vont pas vous donner une garantie de 10 ans sur tout carrément dans la maison. Non, non. OK. Et il y a Vio qui demandait, est-ce qu'il y a des taux variables aux États-Unis? Parce que lorsqu'on parlait des taux, vu qu'on parlait de taux fixes seulement, elle demandait s'il y avait des taux variables. Ça, c'est super vrai. Il y a des taux variables aux États-Unis, mais je vous promets que c'est plus safe. C'est plus sécurisant d'aller avec un intérêt fixe. Parce que quand vous dites que c'est variant, ça peut augmenter comme ça peut descendre. Et je vous promets, ça ne descend rien que quand le marché est bas ou bien quand il y a une crise de pandémie comme maintenant. Les taux sont Mhm. super bas, ils sont super bons. Si vous voulez acheter la maison maintenant, je vous promets, n'hésitez pas. Mais maintenant, quand le marché monte et que votre intérêt est variable, guess what? You will be paying more, more, and more, and more, and more. So, Ouais, c'est mieux d'être fixe et ne pas essayer d'aller avec les valeurs les taux du marché. exact. Ou alors peut-être si on a une stratégie à court terme et que le marché a des tendances baissières, on peut y aller peut-être avec un taux variable. Oui, Ou si mais on a un niveau de tolérance au risque élevé aussi. voilà, il faut penser au risque dans n'importe quoi que vous faites. Votre maison à vous-même est déjà un investissement en immobilier. C'est ça. Bon, tout ça est intéressant, mais nous qui sommes au Canada, on aimerait savoir, est-ce que c'est possible d'investir aux États-Unis et un peu comment, sans rentrer dans les détails techniques là, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est très bien possible et très bonne question. C'est très bien possible. Vous devez déjà savoir que la société américaine est une société capitaliste. Vous pouvez ne même pas avoir les papiers aux États-Unis et acheter une maison. OK. Mais Mais dans maintenant, ce cas, il faudra acheter vous devez cash. avoir cash. OK. Il faut se dire la vérité, il faudra payer cash. Mais maintenant, si vous voulez prendre un prêt, vous devez avoir les papiers, bien sûr. On doit savoir où vous tracez et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Non, mais c'est très bien possible d'investir aux États-Unis. Est-ce que comme Canadien, je peux acheter aux États-Unis, je peux contracter un prêt hypothécaire pour acheter aux États-Unis? Si vous êtes résident aux États-Unis, oui. Non, je ne suis pas résident. Je suis investisseuse étrangère. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai jamais fait face à cette situation, j'ai jamais connu quelqu'un qui a fait ça. Je ne pense pas, de mon humble opinion, je ne pense pas que ce serait possible de prendre un prêt carrément. Non, je ne pense OK. pas. Mais ça reste à vérifier, hein, je ne sais pas. OK. C'est ça. Parce que justement, j'avais une question ici. Quelles seraient les conditions pour un Canadien qui veut acheter aux États-Unis? Bring the money. Donc, donc c'est ça. Il faut être lourd financièrement. On achète cash. Mm. Et est-ce que c'est facile de laisser en gestion? Parce que justement, si qu'on est loin de notre investissement, là, on n'a pas le choix que de le laisser en gestion, hein. Il faut compter quel pourcentage de frais de gestion. Donc, si on veut donner à une compagnie qui va gérer. Oh, ici, c'est du 10%. Mais Oh boy. il faut déjà rappeler que si vous avez deux, trois propriétés, n'y pensez même pas. C'est- N'y pensez même pas. Maintenant, si vous avez 15, 20, 30, 40, 50 propriétés, ça vaut donc la peine. Parce que vous avez un revenu, un cash flow conséquent. Vous OK. pouvez, vous avez ce chèque-là à la main. Vous avez la main liée ce chèque. Gérez-moi mes propriétés et donnez-moi juste l'argent dans mon compte. Et si C'est vous avez ça. deux, trois, mais non, non, n'y pensez même pas. Mais 10%, c'est beaucoup quand même, hein. Et en plus, Ouais, c'est c'est bon. 10% du revenu brut, non? 10% Oui, des oui, oui. loyers. Mhm, mhm. C'est beaucoup, oui. Ça affecte pas C'est mal le rendement. c'est beaucoup, c'est beaucoup. J'ai un ami camerounais ici aux États, à Houston, au Texas. Et lui gère ses propriétés sur lui seul. Il n'a même pas besoin. Il a peut-être quatre immeubles. Il fait ça seul. Et les locataires ne savent même pas qui est le bailleur.
Ah, oui. Comment il, comment il fait pour gérer sans que les locataires sachent que c'est lui le bailleur? Ou il s'est présenté comme le gestionnaire? Sa femme se présente comme le gestionnaire. Ah, OK. Mais maintenant, quand lui, il prend l'argent, il a sa fiche Excel qu'il a sur son ordinateur. Il a ici le loyer dû tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Sa femme regarde les comptes si les paiements ont été faits comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, s'il y a, par exemple, un truc à arranger dans la maison, on appelle sa femme. Lui, il prend Oui, le téléphone, il appelle quelqu'un qui va aller arranger et on va arranger sa maison. Le locataire est tranquille. Il n'est mhm. jamais passé à ses propriétés. OK. OK. C'est un peu la technique. C'est juste de l'organisation, c'est ce que je vais dire. Il y a Oui, 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 oui. mille et un chemins, mais vraiment, il faut juste être organisé. Surtout quand vous avez seulement peut-être 5 4 propriétés. Maintenant, si vous avez déjà Oui. 10, bon, vous pouvez dire 7. Aussi, c'est aussi des mots de tête, hein, pour vous appeler à 3 heures pour venir. Oh, j'ai un tuyau qui est cassé. C'est ça. Vu qu'on parle de ça, une petite anecdote. Quelle est ta pire situation, la pire situation que tu as vécue en tant que propriétaire immobilier? Bon, pour moi, ce qui peut carrément choquer quelqu'un, c'est quand il y a peut-être une fuite d'eau. Parce que tu dois agir à l'instant T. Parce que ça ne fait que dire, le plus tu perds le temps, le plus c'est en train de couler. Mm. Donc, ça, c'est stressant. Moi, ça m'est déjà arrivé et I lost my shit. Like, seriously, ça joue là dans le cerveau. Bon, Oui. maintenant, si c'est des trucs, par exemple, comme l'incendie et tout ça, il n'y a pas de problème. L'assurance va couvrir. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un truc d'eau, là, tu vas payer tous les mètres cubes qui sont échappés. Tu vas payer tout ça. On ne va pas dire que non, il y avait eu un accident. On n'explique pas comme ça. Tu ne causes même avec personne. Je veux dire, avec personne. Les factures arrivent juste et tu regardes et tu payes. Donc, c'est un peu ça. C'est frustrant, hein, c'est frustrant, mais bon, c'est gérable quand même. Comment ça? Oui, mais tu as fait, non, là, comment ça tu vas payer les mètres cubes? Est-ce que vous payez l'eau? Euh, Vous payez la consommation d'eau? vous devez payer ça parce que le locataire ne va pas payer, sachant qu'il sait que ça s'est écoulé. Il vous a appelé quand ça a commencé à couler. Hein. Ah, OK. Donc, en fait, les locataires même payent leur consommation en eau. Oui, je ne vais pas payer son Internet ou bien sa facture d'électricité ou bien son eau, non. Ah, OK. Non, Non. ici, on paye une taxe d'eau comme propriétaire, mais les locataires ne payent pas, ils ne payent pas selon leur consommation en eau. On ne paye pas l'eau. Oh, On n'a pas de facture d'eau. oh, really? OK. Ici, on paye l'eau aux États-Unis. Bon, mais ça dépend aussi de votre circonscription, il faut être honnête. Dans certaines circonscriptions, vous n'allez pas payer carrément l'eau. Ça va vraiment dépendre. Il y a le City qui vont carrément donner de l'eau gratuitement. Vous allez juste payer les taxes, comme vous dites. Mais généralement, il faut être prêt à payer l'eau, même si vous êtes dans un appartement. OK, OK. Ouais. Merci. Et ici, il y a Miu qui demandait si nous avons un duplex, quelles sont les techniques à adopter afin d'avoir des locataires fiables? Ça, c'est une question à laquelle on a discuté de cette question-ci il y a 1 ou 2 jours dans le groupe Bâtisseur d'impact en immobilier. Et tu pourrais peut-être avoir la réponse, mais vas-y, Gaëtan, comment est-ce que tu fais pour avoir des locataires fiables? Ici, ils me disent sur Facebook qu'en Ontario, eux, ils payent l'eau. Moi, ça m'a surpris. Bon, je me moque un peu de vous parce qu'au Québec, on ne paye pas d'eau. De toutes les façons, bon, merci pour la question, pour le screening, pour la filtration des locataires. Ici aux Oui, États-Unis, nous avons un truthfinder.com. C'est un site où toi, le bailleur, tu payes $30 le mois et tu as une panoplie d'informations. Tu as accès à une panoplie d'informations. Tu entres le nom de la personne, tu entres sa date de naissance, date et lieu de naissance et son adresse courante. Ça veut dire avant qu'il entre chez toi, il a une adresse. Tu entres et ça te dit si la personne a des dettes, si la personne n'est pas crédible, ça te donne des informations. On appelle ça un background check. Si cette oui, personne a des dettes, peu importe si le loyer, normalement, ça doit coûter 1 000 $. Si la personne est prête à te donner 1 100, s'il te plaît, ne prends pas cette personne. S'il a eu des problèmes par le passé, il doit avoir des problèmes avec toi dans le futur. C'est juste mm, une nature qui revient toujours au galop. Donc, tu dois faire un background check avant d'accepter quelqu'un d'entrer dans ta propriété. Sinon, ce sera des mots de tête. Il va te perdre du temps. exact, exact. C'est bien de faire un background check. Oui. Donc, le site, Pour ce c'est truthfinder.com pour les États-Unis. Je ne sais pas trop pour le Canada. truthfinder.com. Je vais écrire ça dans le chat. Oui.
S'il te plaît, merci. Et ici, il y a, oh boy, j'ai oublié le nom, Proprio Expert ou Proprio Enquête. C'est un site que moi j'utilise en tout cas, et ça permet de faire justement ce genre de background check. Ça regarde autant au niveau du crédit qu'au niveau criminel. Donc, voir si on n'est pas en train d'accepter un tueur en série chez soi. Et aussi au niveau du dossier à la régie du logement. Donc, tu vois comment il se comportait, s'il a déjà eu de gros problèmes avec des anciens bailleurs. Donc, ça, tu peux voir. Tu peux Ouais, regarder les trois. Et je ouais. pense que ça fait même encore d'autres, ça fait d'autres vérifications. Ça vérifie également les antécédents des employeurs. Exactement. Euh, c'est ça, il vérifie les références des anciens propriétaires, les références de l'employeur, quelques trucs comme ça. Ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est vraiment une historique de la personne, si cette personne est fiable ou pas, avant de l'accepter sur votre propriété. OK, super. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas, parce que il y a Vinny qui demande, does it help for taxes? Mais quoi? Parce que je ne sais plus trop de quoi on parlait quand il a posé la question. Donc, est-ce que tu peux juste préciser ta question, Vinny, s'il te plaît? Donc, en termes d'investissement au niveau des étrangers, mettons si je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui investissent aux États-Unis. Mais alors, j'imagine qu'ils ont beaucoup de cash ou alors ils investissent peut-être dans la location à court terme, comme des propriétés en Floride qu'ils laissent en location à court terme. Ça doit être ça. C'est bien possible, tout dépend de vos moyens, n'est-ce pas? Et voici ce que je recommande aux Canadiens. Si vous voulez une propriété business aux États-Unis, c'est du 20%. Ça veut dire qu'il y a 80% qui manquent, n'est-ce pas? Cherchez 5 personnes, partenariat, chacun a 20%. Voilà les 100% qui viennent et vous avez votre revenu. Mhm, Ça veut dire que vous aurez le cash des 100% pour acheter la propriété, mais maintenant vous repartagez les gains. mhm. Vous voyez que vous aurez le prix d'achat cash. Il n'y aura pas de prêt aux États-Unis, rien, rien. Vous ne gérez avec personne. Vous enregistrez l'immeuble sur l'appartenance d'une compagnie canadienne. Hein? Elle n'est pas obligée d'être américaine. Oui. Vous êtes les 5 propriétaires et vous repartagez les revenus chaque mois. Voilà comment vous avez fait. Pas de banque, rien, 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 rien. Et vous avez la propriété. OK. Et c'est bien que tu parles de partenariat parce que j'ai déjà eu plusieurs questions dans le groupe des personnes qui demandaient justement, elles aimeraient avoir un thème là-dessus, les partenariats. Parce qu'on sait que le nerf de la guerre, parfois, en investissement immobilier, c'est le financement. C'est parfois difficile d'aller trouver du financement. Donc, se mettre ensemble, c'est plus facile. Au tout début, de l'entrevue, tu as parlé de la société que tu as créée avec quatre ou cinq autres Camerounais. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer en partenariat? Alors, très bonne question. Parce que je suis dans ce partenariat depuis juin 2020. Euh, Prenez des personnes honnêtes. C'est super important. Prenez des personnes que, quel que soit le problème qu'ils ont, ils sont en mesure de les ouvrir à vous. Et vous allez réfléchir ensemble pour trouver la solution. Si vous voulez faire un partenariat, cherchez des gens qui n'ont pas forcément un revenu conséquent, mais des gens honnêtes. Je m'explique. Si vous voulez investir au Canada, vous devez prendre des prêts. Et vous 5 dans le groupe, vous devez avoir des bons crédits scores. Si quelqu'un n'a pas encore un bon crédit score, ça va fausser ou bien ça va faucher le reste. Parce que la banque va faire un crédit check sur vous 5 ou bien sur tout votre groupe. Vous pouvez investir à 10, hein, chacun met juste 10%, ça fait du 100% pour acheter la propriété cash et vous repartagez les gains. Mais bon, il faudrait que ces personnes-là soient honnêtes. Et maintenant, vous devez faire même des meetings. Ne commencez pas juste à réunir des fonds avec des gens que vous ne connaissez pas. Faites des meetings, donnez-vous, faites des réunions sur Zoom, il y a plateformes. Regardez, regardez les gens qui sont disciplinés. Regardez les gens qui sont là parce qu'ils veulent vraiment apprendre. Ceux qui ne sont pas là, je vous promets, il n'y a pas de sentiment, c'est du business. Mettez le kick that person out. Like, mettre cette personne à l'écart et avancer avec ceux qui veulent vraiment être sérieux. Parce que vous allez mettre, et avant même de mettre de l'argent, faites ce qu'on appelle un operating agreement.
Je vais vous dire la vérité, quand on fait partenariat, quand on dit partenariat, il n'y a pas de boss. Moi, j'ai peut-être l'idée de créer cette association avec 5 Camerounais. Je ne suis pas le boss. Je ne vais jamais leur dire quoi faire parce qu'on apporte le même montant à la base. Et quand on va faire des gains, on va se partager de la même façon. Donc, vous devez traiter avec des gens sérieux et faire un agreement. Ça veut dire, vous faites un contrat. Vous partagez, vous parlez des clauses. Vous parlez, ça veut dire, si tel arrive, voilà comment on va gérer ce problème. Si on commence à faire, voilà comment on va gérer. Si en cours de route, quelqu'un veut sortir, voilà comment on le dédommage. Il va perdre peut-être 10%, qui va rester dans la compagnie, il va avoir 90%. Ce sont des trucs que vous arrangez dès le départ, avant même de mettre un dollar canadien ou US. Ça veut dire que vous arrangez tous ces détails avant même de commencer. Et dès que chacun accepte, vous signez. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous voir. Dans mon association, il y a peut-être 3 personnes qui sont dans des États différents et 2 autres sont au Texas. On peut signer par Internet maintenant quand tout le monde a lu et approuvé tous les steps ou bien toutes les étapes que le document propose. Et maintenant, après que ce soit fini, vous allez légaliser chez un notaire. Parce que du moment que ces signatures sont faites en ligne, ça ne veut encore rien dire, mais ça doit être légalisé par un notaire. OK. Dès que le notaire ouvre, maintenant vous accepte, vous allez créer la compagnie, créer un nom, vous allez vers le Secretary of State. Aux États-Unis, c'est par État. Peut-être aux États-Unis ou au Canada, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous devez créer cette compagnie d'être légale, reconnue par votre État. Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle un tax ID. Ça veut dire comment est-ce que vous allez déduire les taxes et tout, et tout, et tout. Oui. Maintenant, vous allez donc à la banque, vous ouvrez un compte business qui aura accès à vos 5 membres ou bien je ne sais pas quoi. Chacun pourra voir le compte en ligne. Il pourra avoir son login ID et son login password. Vous ouvrez, dès que vous ouvrez le compte, vous aurez, la banque va vérifier vos papiers. La banque va vous donner des cartes qui vous donneront accès à ce compte-là. Mais vous allez mettre des limites de retrait à chacun. Le maximum que dans mon association, on s'est mis, c'est que vous avez accès à 500 dollars. Si vous voulez retirer plus de 500 dollars, il faut approbation des autres membres. Oui. Et le minimum, c'est 80%. Ça veut dire 4 sur 5. Du moment où il n'y a pas du 4 sur 5, il n'y a pas de décision anonyme. Ce n'est pas considéré. Et quand quelqu'un dépose l'argent dans le compte, tu sais que telle personne a déposé le compte dans le compte, telle personne. Et vous pouvez déposer les fonds de manière libre. Et en fonction de votre objectif, si on va acheter une propriété de 100 000 dollars, il faudrait que vous regroupez ce montant-là peut-être en 6 mois, en un an, dépendamment de votre consensus ou bien de votre arrangement fait au préalable. C'est comme ça que vous réunissez ce cash, vous allez acheter donc des propriétés avec. OK, super. Donc, c'est ce dont tu parlais, l'agreement au début, ici, ce serait comme une société par action. Moi, en tout cas, ce que je recommande dans les partenariats, c'est de tout de suite se constituer en société par action. Après avoir discuté et tout, se constituer en société par action avec une convention d'actionnaire. Donc, la convention d'actionnaire, c'est ce que tu disais, de dire qui fait quoi dans la compagnie en cas de telle situation, en cas de si quelqu'un veut se retirer, justement, si quelqu'un décède, qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont des choses qu'on oublie. Hein? Si quelqu'un se sépare, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de choses. Si on a une surprise avec la propriété et qu'il faut injecter un 10 000 dollars rapidement en urgence, comment est-ce qu'on fait? Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses auxquelles il faut penser dans ce genre de partenariat. Et pour commencer, est-ce que tu recommanderais un certain nombre de personnes maximum pour commencer ce genre de projet en immobilier? Est-ce que ce serait 5, une dizaine, une vingtaine? Est-ce qu'on pourrait aller à 20, par exemple? Il n'y a pas un nombre parfait pour une association. Il faut se dire la vérité. Il n'y a pas un nombre parfait. Tout dépend des personnes involved, des personnes incluses dans l'association. Si vous partagez la même vision, déjà, je pense que 5, c'est le montant idéal. Parce que celui qui pense business, il est déjà prêt à prendre un prêt de 20%. Et 20 par 5, ça donne le 100%. Moi, c'est comme ça que je calcule. Et c'est aussi parce que je me dis que je vais mettre des gens qui sont prêts à ce 20%. Maintenant, si vous mettez des gens qui sont prêts à 10%, mettez-vous à 10.
OK. Ouais, peu. Donc, ça va vraiment dépendre de beaucoup de critères. Je ne vais pas dire un nombre, je ne vais pas juste donner un nombre juste pour répondre à la question, mais ça Oui. va vraiment dépendre des membres en question. Et comment vous gérez le fait que, justement, il y a certaines personnes qui ont peut-être plus d'aisance, plus de connaissances en immobilier parce qu'ils investissent déjà, comme toi, par exemple, qui a au moins 10 ans d'expérience là-dedans, versus une personne qui n'a pas d'expérience et donc qui ne sait pas trop comment ça se passe. Comment vous gérez cet aspect-là? Je pense que ceux qui connaissent, bien ceux qui se connaissent un peu dans l'affaire, doivent éduquer les autres. You have to bring the other people on board, like put them on the same page. Vous devez mettre tout le monde au même diapason. Vous voyez? Vous, peut-être, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire au Canada, mais ça, c'est un sacré boulot que je salue. Bâtisseur d'impact, vous mettez des gens, vous essayez de construire une confiance aux personnes camerounaises ou bien africaines de se lancer dans l'immobilier. Peut-être par leur donnant du coaching, leur donnant beaucoup de confiance, de se lancer dans ça. C'est important, c'est ça qui compte. Parce que nous, venant du Cameroun, c'est un autre monde, c'est différent, vous voyez. Et vous qui avez déjà de l'expérience, qui veut vraiment donner, je vais dire quoi, le flambeau au nouveau, c'est important parce que vous allez grandir la société camerounaise, vous allez grandir l'expérience des Camerounais dans le domaine immobilier au Canada ou aux États-Unis. Moi, c'est ce que je fais. Dans l'avenir, dans mon association, nous voudrons ouvrir carrément une page Facebook accessible à n'importe qui. Mais comme je vous ai dit, mon association, elle est vraiment nouvelle depuis juin 2020. Je ne veux pas dire que je vais créer une plateforme qu'on a déjà fait ceci, on a déjà fait ceci. Notre acquisition pour le moment, c'est bien zéro. Nous n'avons encore rien acquisitionné, mais notre compagnie existe déjà, elle est déjà légale. Nous sommes déjà en train de faire des remises de fonds et tout et tout. Mais l'acquisition, en fait, en elle-même, sera pour bientôt. Vous voyez? Donc, nous allons faire une plateforme. On va inviter les gens à leur coacher. Je dis bien gratuitement. Parce que ce ne sera pas une lutte. Vous voyez? Ce ne sera pas une bagarre entre investisseurs et tout, mais ce sera juste un partenariat. Un partenariat. Ça veut dire que tu maîtrises cette zone et que du moment d'un jour que j'ai envie d'investir là-bas, toi, tu es déjà là, tu vas me dire, voilà comment ça se passe, voilà le B.A.B.A. Et je vais me lancer, vous voyez. Nous voulons nous Mm. étendre partout, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, mais ça viendra. Mais bien sûr, avec les moyens. OK, c'est vraiment bien. Il y a plein de pouces en haut et de cœurs qui circulent dans le chat. Merci. Je trouve ça vraiment, c'est de belles initiatives. Tu sais, moi, par exemple, avant de me lancer dans l'investissement en immobilier, je n'aurais jamais cru, si tu m'avais dit il y a 3 ans, que j'aurais acquis des propriétés de ce type. Aujourd'hui, j'aurais dit, oublie ça, ben là. Donc, ça prend un changement de mindset déjà. Il faut switch complètement le mindset pour te dire c'est possible. Et il y a la formation qui aide beaucoup. La formation, ça donne une certaine assurance. J'ai plusieurs amis qui m'ont contacté dans les derniers mois quand ils ont su que j'investissais. Avant, ils ne savaient pas. C'est pour ça que je suis un peu sortie du placard parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées et c'est quand toi, tu commences à en parler, qui t'en parle aussi, tu es comme, ah ben, ok, ça fait longtemps que tu es intéressé. Ah oui. Et donc, quand ils ont su et que je leur ai donné quelques petits trucs, après, ils sont allés se prendre des formations. Ils sont des personnes, je suis sûre, d'ici les prochaines semaines, prochains mois, ils vont acquérir des investissements. Parce qu'ils étaient déjà prêts, ils étaient déjà chargés. Ce sont des gens qui ont la mise de fonds. Ils ne savaient juste pas comment le faire, tu vois. Et à travers des vidéos comme ça, à travers des formations que je leur ai peut-être, vers lesquelles je les ai dirigés, c'est sûr qu'ils vont pouvoir passer à l'action. Et tu vois, ça peut changer drastiquement la vie de quelqu'un parce que tu sais, les régimes de retraite, là, je travaille en régime de retraite et crois-moi que ça vaut rien d'ici quelques années. C'est pas ça qui va t'assurer une retraite confortable. Pas du tout. Exactement. Exactement. Vous voyez, la société nord-américaine nous a éduqués de la façon où ils veulent que nous fréquentons, nous prenons des crédits scolaires et nous allons travailler de 9h à 17h et on rentre à la maison, on paye nos factures et on repaye notre crédit scolaire toute notre vie et on n'attend rien que ce mince chèque de pension retraite à l'âge de 60 ans. Croyez-moi, ça c'est l'ancienne donne. Le real estate ou bien l'investissement en immobilier est accessible à tous. Il faut juste avoir accès à la bonne information. Euh, Christelle, je salue votre travail encore et continue dans cette lancée. Les Camerounais ou bien les Africains, vraiment, vous remercieront plus tard, franchement. Oh, merci. Ben, je dirais la même chose, hein.
C'est likewise. Merci, Gaëtan. Merci déjà pour le temps ce soir-ci, d'avoir pris le temps. Je sais à quel point votre horaire est chargé parce que si on le fait à 19h30, c'est pour une raison. D'habitude, on le fait en journée. Souvent, c'est le vendredi. L'horaire est vraiment chargé. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous partager toutes ces expériences-là, de nous avoir donné ce truc de Real Flow. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont aller chercher un peu là-dedans. N'hésitez pas à contacter Gaëtan si vous avez des questions. Euh, S'il y a d'autres questions dans le chat, allez-y, posez-les. Il y a Gary qui demandait c'est quoi le taux que ARS taxe. Est-ce que c'est peut-être. Il demande c'est quoi le taux que ARS taxe une compagnie américaine ou canadienne ou autre. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Ça veut dire la taxe sur le revenu. J'ai juste besoin qu'il reclarifie, qu'il ressente la question. Si c'est la taxe sur le revenu, il y a un taux fixe. Mais maintenant, oubliez ce taux fixe-là, vous voyez. Quand vous faites vos déclarations de taxes pour la compagnie, il y a des déductions super faciles à faire. Je ne vais pas venir dire ça ici parce que nous sommes en ligne, je ne sais pas où il y a ce qui se passe, mais il y a des déductions, ouais. Il y a des déductions que vous pouvez le faire. Contactez un CPA, il va vous dire qu'est-ce que c'est qu'une déduction. Ça veut dire que vous allez réclamer, hey, j'ai dépensé là, j'ai dépensé ci, ça et là. Et cet argent va être retiré sur votre revenu. Vous pouvez même payer vos enfants si vous voulez. Il y a des façons de le faire. Demandez conseil à un CPA. Quand je dis payer vos enfants, ce n'est pas qu'un enfant de moins de 18 ans, vous écrivez un chèque pour lui donner. Vous irez en prison pour ça. C'est la vérité. Vous voyez? Demandez conseil à un CPA. Et hey, si vous n'avez pas de CPA, venez me demander comment est-ce que je fais. Je vais vous dire. C'est très simple. C'est très simple. Utilisez vos enfants comme agents marketing. Il suffit qu'ils soient sur une post, ou bien si sa photo soit sur votre site Internet. Lui, il est votre agent marketing. J'étais assez surprise de ça lorsque j'ai appris ça récemment. C'est pas du vol, c'est ce qui se passe. Bon, excusez-moi du terme, les Blancs le font. Merci. Mais oui, vous savez pourquoi les plus riches de ce monde payent le moins d'impôts, hein? En fait, c'est la classe moyenne qui paye le plus. Là, on est à quoi? À 40-50% d'impôts. Pourtant, les plus riches, ils ont plein de moyens. Ils ont de super bons avocats, de super bons comptables. Oui, voilà. Oui. Donc, comme on dit, les riches resteront riches et les pauvres resteront pauvres si on ne veut pas changer notre mindset. C'est ça. Il y a aussi deux façons de s'enrichir. Tu augmentes les revenus ou tu gardes le plus possible l'argent dans tes poches, tu baisses tes dépenses. Et justement, pouvoir sauver de l'impôt, ça fait partie des façons de garder plus d'argent dans les poches. Exactement. OK, super. Donc, merci encore. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin? Bon, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Est-ce que tu as une page par rapport à ta compagnie? Oui, ma compagnie, c'est Can Dream Home. Je vais écrire ça dans le chat. OK. Dream Home Homes LLC. C'est ça ma page Facebook de ma compagnie. Elle est nouvelle parce que c'est jusqu'après que j'ai créé mon association que j'ai commencé à rendre public mon affaire sur Facebook. Avant, c'était du genre caché et tout. Mais après, je me suis dit, pourquoi cacher si je veux carrément impacter la vie des gens? Vous voyez un peu. C'est ça, en fait, l'objectif. Ces gens disent aux gens, hey, si je fais ça, toi aussi, tu peux le faire. Je ne suis pas monsieur super intelligent. J'ai juste eu accès à la bonne information que tu n'as pas peut-être déjà. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste la bonne information. Et maintenant, si vous avez des gens qui sont vraiment intéressés à partager ces informations, allez vers eux. Ça ne coûte rien. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour vous donner une information, cette personne ne veut pas votre progrès. Je vous promets. Donc, pour me contacter, vous allez sur mon site internet candreamshome.com. Les gens m'ont demandé pourquoi ce nom. En fait, Can Dream Home, Can, ce sont les initiales de mes 3 enfants, qui sont Cécile, Alice et Nathan. Et Dream Home, c'était pour moi, en faisant mon business, c'est pour leur construire chacun a eu leur maison de rêve. Donc, derrière tout ça, il y a un projet derrière. Moi, au Cameroun, mon père, il m'a donné juste des terrains. Moi, je vais faire plus. Je vais leur donner des terrains et des maisons. Juste des terrains. Des terrains, c'est déjà une grosse richesse. Parce qu'il y en a qui n'en ont même pas. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est fait pour la génération précédente. C'est un peu ça. Vous voyez? Certains n'ont pas eu peut-être de terrain.
Vous voyez? Oui. Mais si vous n'avez pas eu le terrain, essayez de passer quelque chose de plus à votre Mhm. génération suivante. C'est un peu ça. Oui. Donc, mon Toujours site, aller il est là. au-delà. Mon site, il est là et mon numéro personnel, il est là sur mon site aussi, sur mon site. Vous me textez, que ce soit sur WhatsApp ou bien je sais pas quoi, au Telegram, je vais répondre. Je peux être super occupé, mais je vais toujours trouver le temps pour répondre à n'importe qui. Parfait. Et donc, un petit mot pour la fin. C'est vrai que j'ai coupé. C'est un petit mot d'encouragement pour les investisseurs. Voilà. Bon, mon mot de la fin sera ceci, n'est-ce pas? Cherchez à impacter le plus de monde autour de vous. Euh, si vous avez une bonne information, que les gens peuvent en profiter. N'hésitez pas de la partager avec les gens. En fait, vous allez vous rendre compte que indirectement, vous faites les gens apprendre de vos erreurs. Je suis arrivé dans ce pays, j'étais super jeune et j'ai fait des erreurs super pas bonnes. Que si j'avais eu un coaching, je veux gagner beaucoup en temps. Mais je remercie Dieu parce que je suis toujours revenu sur le bon chemin et les choses ont avancé et ont carrément repris cette croissance exponentielle. Et quelqu'un n'est pas obligé d'arriver dans ce pays ou bien aux États-Unis ou au Canada et passer par les mêmes erreurs, alors qu'il y a des gens qui partagent la même origine que lui, qui peuvent carrément le mettre sur le droit chemin. Vous voyez un Mhm. peu. C'est toujours bien. Croyez-moi, il y a des gens qu'on ne se connaissait pas avant, on s'est juste rencontrés sur Internet, mais on garde des super bons rapports. Aujourd'hui, je me vois plus en train de partir dans une ville quelconque aux États-Unis et payer carrément l'hôtel. Pas parce que je ne peux pas me payer l'hôtel, mais parce que j'ai quelqu'un qui me dit que si je reçois Gaëtan, je ne vais pas seulement le voir lui et sa Ah famille, oui. mais il va me donner des Je vais stratégies. poser deux questions, trois Il va questions. me décliquer X ou Y. Et souvent, c'est même souvent l'inverse. C'est cette personne qui me reçoit qui me déclique encore d'autres choses. Parce qu'on se croit, parce qu'on se partage des informations. C'est super Exact. important les collaborations. Mm. Prenez ça au sérieux et vous allez rencontrer beaucoup de bonnes personnes sur vos chemins. L'idée, c'est quoi? C'est que nous rentrons au Cameroun et investissons au Cameroun et dit, c'est parce que j'ai appris ça aux États-Unis que j'ai pu m'acheter ceci au Cameroun. Mhm. Donc, pensez toujours à rentrer au Cameroun. C'est très important. Donc, courage à tout le monde. Nous sommes bénis de pouvoir être dans cette société nord-américaine. Nous avons accès à des informations ou bien à je vais dire, à une industrie immobilière qui est super rentable. C'est beaucoup plus difficile en Europe qu'ici, en Amérique du Nord. Et nous devons prendre ça à notre avantage. Bon, Mm. merci, ça c'est mon mot de fin. Et Oh, merci pour l'invitation. Je suis super content et honoré d'avoir été là. Et c'est vrai, malgré mon emploi de temps super compliqué, je suis quand même pu accepter et manager de rester un peu tard pour cette interview. Merci beaucoup. c'est la moindre des choses. Donc, merci à toi. Merci encore. Et vraiment, je n'ai pas d'autres mots, hein. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Gaëtan. Merci à tous ceux qui ont pu poser des questions dans le chat. C'est grâce à vos questions aussi qu'on évolue. Merci à Consti, Gary. Merci à Fred, Vinny, Guy, Miyu Yaba, Clovis. Vraiment, merci à tous ceux qui ont participé malgré l'heure tardive ici au Canada. Au Texas, vous avez Yes. vous êtes 1 heure plus tôt. Non. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à lire aussi les informations qui sont déjà partagées dans le groupe, parce que croyez-moi, si vous allez dans la section rubrique, il y a une tonne d'informations que vous gagnerez à aller consulter si vous ne les aviez pas consultées au moment de leur publication. Et tous ceux qui vont regarder l'entrevue sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Bâtisseur d'impact en immobilier parce que on réunit vraiment des investisseurs de partout dans le monde. Donc, peu importe où vous souhaitez investir, vous allez trouver votre compte. On sait qu'il y en a beaucoup de la diaspora qui souhaitent investir autant ici dans le pays où ils habitent qu'en Afrique. Et donc, parfois, on ne connaît pas les réalités de l'investissement en Afrique. Et justement, il y a des membres qui investissent en Afrique, il y a des membres qui sont des entrepreneurs en Afrique, qui ont des compagnies en Afrique, qui mettent aussi leur temps à disposition de façon gratuite pour pouvoir outiller les gens. Donc, saisissez ces opportunités-là. Donc, merci encore à tout le monde et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye.